Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous ne vous êtes pas accordé avec le professeur Kamto? C'est inutile tout ça. Ah, vous ne voulez pas en parler? Mais non, pas que je ne veuille pas en parler, mais honnêtement, c'est une perte de temps. C'est du passé tout ça. Parce qu'il y a plein d'acteurs politiques dans notre échiquier politique à nous, qui ont été dans l'opposition, ont été au pouvoir, sont repartis dans l'opposition. Ce sont des personnes extrêmement changeantes, dont on ne sait jamais lorsqu'elles vont décider de changer. Lorsque vous vivez dans des immondices, M. Ernest Obama, vous vous demandez où est l'État. Lorsque vous n'avez pas d'eau potable, vous vous demandez où est l'État. Lorsque votre maison brûle, je parlais du marché des Eka qui a brûlé tout à l'heure, et que vous ne voyez pas les sapeurs-pompiers, vous vous demandez où est l'État. Lorsque vous arrivez aux urgences d'un hôpital et qu'on ne peut pas vous prendre en charge parce que vous ne pouvez pas payer, parce que vous êtes pauvre, vous vous demandez où est l'État. C'est ça aussi qui alimente la corruption. Je vous le souhaite à vous aussi dans votre rôle de journaliste. Vous verrez le gars, l'abysse qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense et imagine lorsqu'on vit à Yaoundé et la vraie vie des Camerounais. Les Camerounais vivent dans une misère indicible. Qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi vous ne vous êtes pas accordé avec le professeur Kamto? C'est inutile tout ça. Vous n'avez pas eu le temps de suivre ce direct. Je l'avais expliqué. Si je vous prie d'accepter que demain je vous envoie le lien. Ah, même pas, c'est pas pour moi. C'est pour ceux qui nous écoutent à Ezeka, à Issé, à Kaïlé. Pourquoi la coalition, une coalition... Soyez rassurés, j'y étais il n'y a pas longtemps, eux ils sont au courant. Ah, vous voulez pas parler? Vous faites partie, vous, de la minorité qui n'a pas bien suivi ce direct. C'est pour ça que je vous envoie le lien. Ne vous souciez vraiment pas pour ceux qui sont à KL et autres. Ils sont dans les réseaux sociaux. Ah, vous voulez pas en parler? Mais non, pas que je ne veuille pas en parler, mais honnêtement, c'est une perte de temps. C'est du passé tout ça. Ce qui me préoccupe maintenant, M. Ernest Obama... Est-ce qu'il est possible... Vous avez vu l'emphase, la passion avec laquelle de poser la question, je partage avec vous et ceux qui nous regardent à Kaélé, ce que j'ai l'intention de faire du Cameroun, si je suis élu par eux en octobre 2025, vraiment ces anecdotes du passé, souffrez que je n'en parle pas, surtout que lorsque ça concerne des concurrents. Je pense que ce soit ces concurrents ou moi, ce qui nous préoccupe maintenant, 7 mois de l'élection présidentielle, c'est de parler de ce que nous voulons faire du Cameroun. Est-ce qu'une coalition, est-ce qu'une négociation est encore possible aujourd'hui? Mais je viens de vous dire tout à l'heure que lorsque vous avez évoqué l'incertitude autour de ma candidature, je vous ai dit que la seule hypothèse par laquelle on pouvait invoquer l'incertitude de ma candidature à l'élection présidentielle, c'est la mutualisation. Je suis ouvert à tous les concurrents, à tous les Camerounais, à tous les responsables politiques pour une mutualisation. Et dans ce direct que j'ai fait, vous avez réussi quand même à m'en faire dire quelque chose. J'avais juste fait une petite précision, mais qui est très importante. C'est que dans une mutualisation, quelle qu'elle soit, quel que soit le profil de ceux avec lesquels, de ceux des acteurs politiques avec lesquels nous nous retrouverions, moi je n'accepterai pas de me mettre en soutien à une candidature qui, elle, aurait déjà été transfuge d'autres partis politiques, dont notamment le parti au pouvoir ou un transfuge du pouvoir. C'est cette précision que j'ai faite. Parce que vous avez dans l'espace politique... Un transfuge du pouvoir? Ben oui. Parce qu'il y a plein d'acteurs politiques dans notre échiquier politique à nous, qui ont été dans l'opposition, ont été au pouvoir, sont repartis dans l'opposition. Ce sont des personnes extrêmement changeantes, dont on ne sait jamais lorsqu'elles vont décider de changer. Moi, je suis pour la constance, M. Ernest Obama. C'est le 4% Kamto? Tout à l'heure, vous avez évoqué mon parcours. Et vous avez sans doute noté une chose. Quoi qu'on dise, quoi qu'on invente, quoi qu'on alimente, s'il y a une chose qui me caractérise, M. Ernest Obama, c'est la constance, et même une deuxième, c'est l'objectivité, y compris parfois vis-à-vis de mes concurrents et même de mes adversaires politiques. Donc, moi je dis, je suis prêt aujourd'hui, disposé, pour que nous puissions nous donner les moyens de redresser notre pays, de remettre notre pays à flot. Je ne me ferme aucune porte. Je ne m'interdis aucune négociation, à la seule réserve que je viens d'évoquer tantôt, c'est que je dirais à cette dynamique de mutualisation, l'un des critères sur lesquels je marque bout, c'est que nous choisissions une personne qui est caractérisée, en tout cas, dont le parcours est caractérisé par la constance. Les bifurcations en politique font beaucoup de mal dans ce pays. Et moi, je suis pour la constance. On ne peut pas dire une chose lundi, une autre mardi, on va faire ceci, on ne va pas faire ceci. Moi, je ne suis pas de ceux qui contrebalancent leurs militants à gauche, à droite,
dans des changements tout le temps de décision, d'orientation. Non. Je pense qu'il faut bien mûrir les choses et bien les faire. Il y a des choses simples qui doivent être envisagées. Monsieur Ernest Obama, vous ne voyez pas le lien tout de suite avec la corruption, mais l'absence de l'État, l'éloignement de l'État. En simple, le déficit de services publics. Lorsque dans un pays, les citoyens sont conscients de ce que, si je suis en danger, je serai secouru par l'État. Si je suis malade, je serai soigné par l'État. Si je suis en détresse, l'État volera à mon secours. Alors les biens qui appartiennent à l'État, aux yeux des citoyens, sont sacrés. Parce que c'est effectivement des biens pour tous. En ce moment, l'État est vu comme un protecteur de tous. Dans notre cas, ça c'est une source psychologique de la corruption, le fait qu'il y a un sentiment très répandu de ce que l'État appartient à un groupuscule. Le fait que les gens se disent qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils voient passer dans leur 5,50 m, pour parler prosaïquement de la chose publique, ils se disent, ah, pour une fois que ça passe dans mes 5,50 m, je coupe ma part. Ce que quelqu'un d'autre appelait le mapartisme. Donc, si vous voulez faire reculer la corruption, vous devez absolument placer le service public au cœur de l'action de l'État. Il faut que les gens sentent au quotidien que l'État est à leur service. Ça passe par des détails. Lorsque vous vivez dans des immondices, Monsieur Ernest Obama, vous vous demandez où est l'État. Lorsque vous n'avez pas d'eau potable, vous vous demandez où est l'État. Lorsque votre maison brûle, je parlais du marché des Eka qui a brûlé tout à l'heure, et que vous ne voyez pas les sapeurs-pompiers, vous vous demandez où est l'État. Lorsque vous arrivez aux urgences d'un hôpital et qu'on ne peut pas vous prendre en charge parce que vous ne pouvez pas payer, parce que vous êtes pauvre, vous vous demandez où est l'État. C'est ça aussi qui alimente la corruption. D'autres choses, Monsieur Ernest Obama, le partage équitable de la ressource public. Lorsque vous avez un pays où les gens ont des salaires de misère. Mais pourquoi ont-ils des salaires de misère? Parce que la ressource publique est inéquitablement partagée. C'est pas parce que la ressource publique manque forcément, mais c'est parce qu'une fois de plus, c'est un groupuscule. Est-ce que vous avez une idée de comment font les gens en fait au quotidien pour vivre? Lorsque vous regardez ce que les gens y gagnent, je parle de ceux qui sont des salariés du public. Mais que voulez-vous qu'ils fassent? Comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Ben, ce sont les budgets publics qui servent à cela. Autre chose, Monsieur Ernest Obama, quelque chose de très simple encore, les profils de carrière. Lorsque vous êtes dans un pays où, au mépris de la loi, des gens peuvent rester 10 ans, 20 ans, 30 ans à un poste, je dis bien au mépris de la loi, ça ne crée pas, il n'y a pas un appel d'air à la compétence, il n'y a pas un appel d'air au respect de la chose publique. Lorsque vous êtes dans un environnement où vous pouvez être compétent et voir être promu devant vous le plus fainéant du groupe ou du service, tout simplement parce que ça lui permet d'avoir accès à la fortune publique et d'en faire ce qu'il veut, qu'est-ce que vous croyez que cela crée dans les esprits des gens? Ben, ils vont simplement se dire, ben, si je veux aussi acheter un lopin de terre, si je veux construire une maison, ben voici ce qu'il me reste à faire. Et puis, évidemment, mais ça je l'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais je reviens là-dessus. C'est fondamental, revoir le partage de la ressource publique, en tout cas, il faut que ce partage soit équitable. Avant d'évoquer votre livre, je me posais une question. J'ai vu sur la toile des images des tentes qui étaient défaites, et il y a eu cette note qui circulait sur la toile interdisant votre meeting à Ezeka. Comment vous avez fait pour décanter la situation pour que le meeting se tienne? Est-ce qu'il y a eu une désobéissance? Est-ce que vous avez marché sur la loi? Qu'est-ce qui s'est passé hier? D'abord, nous avons fait le choix de ne pas nous offrir un spectacle dans des affrontements avec des gendarmes et des policiers ou des sous-préfets, parce que nous ne sommes conscients qu'eux-mêmes sont victimes de ce qu'ils nous infligent. Ils le font, si je m'en tiens à quelques confidences, à contre-cœur. Mais c'est le métier qu'ils ont choisi. Et vous en parlez alors? Celui d'exécuter des ordres. Mais oui, mais moi je parle avec les forces de défense et de sécurité. Et je ne m'en cache absolument pas. J'essaye de comprendre leur schème de pensée et ce qui les anime lorsqu'ils sont envoyés pour ce type de besoin. Et parfois j'essaye de me mettre à leur place et je comprends très vite, et je le dis à mes camarades, que, excusez-moi, ce ne sont pas ces gens que nous voyons devant nous qui sont nos adversaires. Ce sont des exécutants d'instructions illégales ou indignes. Moi, je pense que ce dont il faut se féliciter, c'est qu'il y ait dans cette République des personnes qui comprennent qu'un état de droit, c'est aussi le respect des décisions de justice. Et que cette personne peut, par moment, peser de tout leur poids. Mais ça, je l'ai toujours dit. Je l'ai toujours dit. Que heureusement
que dans ce pays, il n'y a pas que des gens qui pensent qu'il faut fouler des décisions de justice aux pieds, qu'il faut piétiner le droit, qu'il faut piétiner la réglementation, piétiner les lois et la constitution de la République. Il se trouve aussi des gens qui se disent qu'il y a des limites à ne pas franchir. Et moi, je reste convaincu, parce que l'histoire s'est dénouée de façon tout à fait simple. Nous sommes allés sur le terrain, nous nous sommes mis à rencontrer les populations, et je crois, à un moment, nous avons été appelés par le préfet qui nous a dit que les interdictions étaient levées. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, M. Ernest Obama, ce qui nous préoccupe, c'est le cap que nous nous sommes fixés, ce sont les objectifs que nous devons atteindre. Et nous sommes convaincus aussi que les grands objectifs, les chemins qui conduisent à l'atteinte de grands objectifs sont parfois parsemés de grandes épreuves. Nous mettons ça sur le compte des épreuves que nous devons braver, que nous devons traverser, et nous rendons grâce à Dieu qui nous aide à les traverser. Et nous avons une pensée reconnaissante à l'endroit de ces compatriotes que nous ne connaissons pas, mais qui, eux, essayent de se mettre au service de la nation, garant de la réglementation et de la légalité. Ils sont parfois mis en minorité. Lorsque c'est le cas, on dit hélas. Mais lorsqu'ils ont pu avoir voix au chapitre, comme ça a été le cas ce week-end, nous nous disons, ouf, tant mieux. Moi qui fais le tour du Cameroun, moi qui vais dans l'arrière-pays, monsieur Ernest Obama, je vous le souhaite, à vous aussi, dans votre rôle de journaliste. Vous verrez le gars, l'abysse qu'il peut y avoir entre ce qu'on pense et imagine lorsqu'on vit à Yaoundé et la vraie vie des Camerounais. Les Camerounais vivent dans une misère indicible. Et je vais faire un parallèle qui pourrait vous surprendre. L'on voit parfois l'agressivité de nos compatriotes de la diaspora. Et dans cet ouvrage, d'ailleurs, et c'est d'ailleurs le dernier titre de l'ouvrage, nous disons comment nous allons libérer les énergies de la diaspora. Parce que pour nous, avoir plus de 6 millions de Camerounais à l'étranger, c'est un levier économique. Donc, évidemment... Peut-être qu'il faudrait créer une région là-bas. Mais non, absolument pas. En revanche, il leur faudrait des représentants à l'Assemblée nationale et nous disons dans ce livre comment nous allons le faire. Mais une question prioritaire pour eux, c'est évidemment, et je vais revenir au parallèle de l'agressivité que j'ai fait pour eux, c'est évidemment la plurinationalité. Mais ça, nous l'avons toujours dit. Parce que nous ne pouvons pas vouloir de l'argent de ces Camerounais, nous ne pouvons pas vouloir de leurs investissements, de leurs entre-gens et de leurs carnets d'adresse et les refuser eux-mêmes. Donc évidemment, il faut refuser, mais vous m'avez parlé de priorité tout à l'heure, c'est l'une des priorités, c'est-à-dire la révision du code de la nationalité pour que nos compatriotes établis à l'étranger puissent accéder à la plurinationalité. Mais si j'ai évoqué la diaspora justement, c'est parce que beaucoup de ces gens qui se donnent à la tâche, au travail, dans des pays où ils se trouvent, déjà pour mener à bien leur vie, mais surtout, ils sont appelés tous les jours par leur famille, pour des soins médicaux, pour avoir donné à manger à leur famille, monsieur Ernest Obama. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, la priorité des priorités, c'est la nourriture, donner à manger au Cameroun. Notre pays traverse des moments très graves. La colère s'exacerbe, les extrémismes s'exacerbent, l'intolérance prend des proportions inimaginables. Les calculs de succession ont complètement ankylosé l'appareil gouvernant. Et dans ce désordre organisé, il y a des gens qui perdent leur vie. 2025 est un moment crucial pour notre vie à nous tous. L'enjeu est tout simple. C'est de se donner dans ce pays un ordre gouvernant qui soit à l'écoute de nos préoccupations, qui les connaisse, qui soit empathique, qui soit sensible et qui est au préalable réfléchi aux solutions à apporter à ses attentes et à ses préoccupations. C'est donc à vous de décider. Je vous le rappelle encore, je l'ai dit tantôt, sortons tous de l'impuissance à prier. Arrêtons de dire on va faire comment. Arrêtons de dire que un jour, le jour, c'est un jour d'octobre 2025. Vous avez 20 ans révolus. Ne vous encombrez pas l'esprit de prétexte, de subterfuge. Intégrez dès maintenant la responsabilité qui est la vôtre. Parce que c'est la somme de suffrages pour le changement qui déterminera la suite de l'histoire du Cameroun. En ce qui me concerne, depuis 2018, où je me suis présenté à vous pour la première fois, je suis demeuré à vos côtés. J'ai continué à travailler pour me montrer digne de votre confiance. Par la grâce de Dieu, par votre volonté, le choix sera, je l'espère, porté sur moi, donc sur la dynamique d'hommes et de femmes dont certains visages vous deviennent chaque jour de plus en plus familiers et qui se montrent tout aussi déterminés que moi à apporter des solutions à vos problèmes. Je vous remercie pour toute la chaleur que je reçois de vous, pour tout le soutien que je reçois de vous,
moi qui viens à votre rencontre dans toutes les parties du pays en permanence. Ça m'encourage, ça me fortifie. Les épreuves, nous les traversons. Les embûches, nous les bravons. Les persécutions, nous les subissons, nous les essuyons, mais nous tenons debout. C'est uniquement par la décision de chacun d'entre vous. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, inscrivez-vous. Débarrassez votre esprit de tout ce qui encombrera cette décision. Le moment venu, votez massivement. Surveillons le vote. Et je finis en saluant la sortie, la lettre de la conférence épiscopale au sujet de l'élection présidentielle qui a rappelé le rôle des hommes de foi dans le changement dans un pays. Je rappelle que nous avons lancé le programme La foi, la voix. Parce que vous qui craignez Dieu, c'est aussi sur vos mains que reposent les clés du changement. Vous qui craignez Dieu, vous avez été même par moments vous aussi persécutés ou menacés de persécution. Ils ont atteint ce point-là. Même les lieux, bref, allons-y. Parce que le but, pour nous, c'est pas d'accorder de l'importance à ces persécutions, mais d'interpeller votre responsabilité. Et ce soir, nous avons consacré notre posture et notre propos à vous dire ce que nous voulons faire et à vous rappeler la responsabilité qui est la vôtre. Sans vous, comme on dit prosaïquement, nous ne sommes rien. Nous comptons sur vous.